a lancé des mises en garde de plus en plus catégoriques. Le problème de savoir quand va se produire le prochain séisme n'est plus vraiment la question sur laquelle on se focalise le plus. La question sur laquelle on se focalise, c'est vraiment de savoir quelle va être l'amplitude du prochain événement et d'essayer de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les populations. Dans ce cas précis, protéger la population passe par deux types de mesures. Construire des abris suffisamment solides au cœur de la ville et prévoir les circuits d'évacuation les plus sûrs possibles. Apparemment, le pouvoir manque de moyens pour construire les premiers. Quant au second, ils existent déjà. C'est même la seule référence visible à la menace qui plane sur la ville. Pour en savoir plus, il faut se rendre au siège d'une petite ONG baptisée Kogami. Ici, une poignée de bénévoles travaillent depuis l'été 2005 à ce qu'ils nomment eux-mêmes la gestion du désastre. Derrière Kogami, il y a la volonté et l'énergie d'une jeune femme. Toujours souriante, Patra Rina ne dévie jamais du but qu'elle s'est fixé, convaincre inlassablement, un à un, tous ses interlocuteurs de la réalité du danger. Les raz-de-marée, on ne savait pas ce que c'était. On n'en avait jamais vu. Ici, il y a parfois des inondations, mais c'est 2 ou 3 morts par an, c'est tout. Mais après le tsunami de 2004, les gens étaient traumatisés. Au départ, on s'est adressé au gouvernement, mais il ne nous a pas pris au sérieux. C'était dur. Il a fallu qu'on demande aux scientifiques d'aller leur parler pour que ça bouge. Le 12 septembre 2007, la nature lui a fourni, si l'on peut dire, des arguments bien réels. Pas de tsunami, mais des milliers de gens qui fuient. Et aussi un aperçu des points faibles du système. Le central information, par exemple, était sourd et muet car privé d'électricité. Mais pour les sismologues, le danger n'est pas écarté. Il est là, toujours réel, car l'énergie libérée en septembre 2007 n'est qu'une infime partie de la puissance accumulée en face de Padang. On a bien compris que la recherche scientifique ne nous donnerait pas de date précise. Raison de plus pour nous préparer à faire face, quel que soit le risque. Le 26 décembre 2004, l'énergie libérée par le séisme équivaut à 30 000 fois la bombe d'Hiroshima. Cette énergie, c'est elle qui a généré cette série de vagues qui ont traversé l'océan Indien jusqu'en Afrique. Les sismologues disposent de toute la chronologie depuis la secousse initiale. Reste à découvrir ce qui s'est passé avant. Au sein des équipes, on se partage le travail. Ma spécialité, c'est plutôt la modélisation des données. Aaron est plus spécialisé sur la mesure des soulèvements des micro-atolls coralliens. Donc l'idée, c'est de combiner toutes ces données et d'essayer en fait de faire différents travaux. Ça peut être d'essayer de simuler le prochain événement, d'essayer de reconstruire les événements passés et à partir de ça, de faire des conjectures sur les futurs événements. Aujourd'hui, c'est la piste historique que vont explorer Aaron et toute l'équipe de l'Andalas. Après une nuit de navigation, encore quelques heures de route, et si tout va bien, le bateau sera à pied d'œuvre sur l'un des sites majeurs de l'expédition. C'est une petite île à l'ouest de l'archipel de Banyak. Elle s'appelle Bangaroo. L'endroit n'est guère fréquenté et l'approche peut s'avérer délicate. La zone où nous allons travailler se situe à peu près de là à là. Donc nous devrons marcher sur toute cette étendue. Il peut y avoir des têtes tout le long.
Aaron était là il y a 1 an à peine. À l'évidence, il est tombé sous le charme du lieu. Cette île est inhabitée et il suffit de faire le voyage en bateau pour comprendre pourquoi. C'est vraiment compliqué d'arriver ici. C'est une terre sauvage, indomptée. C'est la jungle jusqu'à la plage. Personnellement, je ne connais pas d'endroit plus beau sur Terre. Le but du voyage, le voici, du corail tout simplement, mais pas n'importe lequel. Ce corail dont la tête présente la particularité de refléter très précisément tous les mouvements du sol depuis des centaines d'années. Une sorte de balise naturelle dont les sismologues ont découvert l'importance, un peu par hasard, il y a quelques années. L'explication réside dans son mode de croissance. Tout au long de sa vie, ce corail suit fidèlement toutes les variations du niveau de la mer. C'est son unique référence. Quand l'eau monte, il grandit. Quand elle descend, il s'arrête, la partie émergée meurt, puis le micro-atoll corallien reprend sa croissance latéralement en s'ajustant à nouveau à la hauteur de l'eau. Le sol monte, le corail descend. Le sol s'affaisse, c'est le corail qui remonte. C'est le meilleur témoin des mouvements du plancher océanique depuis des siècles. Pour les scientifiques, ce marqueur biologique est une aubaine. Là-bas, on a repéré de très bonnes têtes. Elles présentent une excellente morphologie, très régulière. Demain, on doit en découper une dont le diamètre atteint 1,50 m ou 2 mètres. Il va y avoir beaucoup de travail aujourd'hui. La journée sera longue et fatigante pour tout le monde, mais j'espère que ce sera payant. Dès le lever du jour, le matériel est débarqué. L'équipe au grand complet se retrouve sur le terrain pour un programme chargé. Aujourd'hui, le personnage central s'appelle Doubi, virtuose de la tronçonneuse. C'est le coupeur de tête officiel de l'expédition. Pendant ce temps, relevé topographique et hauteur des marées pour l'équipe de Dany qui va cartographier le lieu. « 4 heures déjà, Doubi est d'une patience absolue. La plus grande tête est celle qui demandera le plus de temps. Tout est normal donc, y compris la chaleur. Parfois le corail est très dur, parfois il est plus tendre. Ça dépend de l'âge. Et aujourd'hui? Aujourd'hui il est très dur. Enfin, la plaque de corail est dégagée. L'extraire du sol n'est pas une mince affaire. Malgré les apparences, elle est en fait très fragile. 80 kilos environ. C'est une belle pièce sur laquelle se jettent littéralement les deux systèmes.